Salut, c'est Pierre Amiche. Une fois n'est pas coutume, pour cet épisode de Rugby Légende, je reçois quelqu'un que je connais plutôt bien. Déjà parce que j'ai eu la chance de bosser avec lui à Eurosport pendant des années, et surtout parce qu'il a bercé mon enfance. Jérôme Thion, deuxième ligne historique et même légendaire du Biarritz Olympique, revient pour vous sur son parcours un peu chaotique. Arrivé au rugby sur le tard, il explose et va même devenir capitaine du 15 de France, le tout en moins de 6 ans. Et pour parler de tout ça, il se retrouve avec un supporter du BO, Guillaume. Vrai passionné, lui il souffre, il pousse, il vibre au rythme rouge et blanc depuis un peu plus de 10 ans. Alors de Jérôme Thion, on retiendra d'abord côté terrain sa puissance, son éthique de travail, son goût du combat et puis son amour des rucks. Et en dehors, moi je vais retenir sa gentillesse, son intelligence, et puis sa mémoire d'éléphant, il se rappelle de tout. Alors sans plus attendre, voici un nouveau numéro de Rugby Légende, Jérôme Thion, au cœur de la machine. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans Rugby Légende, l'émission qui propose, la seule émission même qui vous propose de partager un moment avec une légende du rugby et un fan, le tout pendant un petit peu plus d'une heure. Et aujourd'hui, pour nous accompagner, eh bien c'est un monument, un vrai. C'est le plus gros paradoxe ovale que j'ai connu parce que c'est à la fois l'homme le plus doux du monde en dehors du terrain et un des plus redoutables sur le pré. Forcément, il a dispersé, écrabouillé, ventilé aux quatre vents des adversaires un peu partout sur la planète. Il a fait plus de ruck que de passes et pourtant, ce sont ces mitaines qui sont restées légendaires, celles de Brock James. C'est l'équivalent d'un 10 australien. Globalement, tu es devenu une légende sur toute la côte basque où tu as fait la plus brillante des carrières possibles. Champion de France, cadre du 15 de France des années dorées. Il est surnommé la machine. Jérôme Thion est avec nous. Salut Jérôme. Salut Pierre. Bon, j'espère que tu as ramené tes mitaines aujourd'hui. C'est la dernière fois qu'on en parle, je te promets. Après, il y aura plus d'allusions. Oui, mais parce que c'est quand même un délire. Comique de répétition. Moi, ouais, ça fait quoi, 10-12 ans qu'on est quand même globalement sur ce registre-là. Mais ça m'a toujours sidéré de voir un gars de 2 mètres avec des mitaines pas faire de passe. Je trouve ça, bon, c'est curieux quoi. Pas trop le ballon à l'époque. Bah non, de toute façon, le ballon c'est un prétexte, ça sert à rien. Oui, clairement. Face à toi, un fan, un garçon curieux au parcours rouge et blanc un peu étrange parce qu'il est tombé en amour du club sans vraiment trop savoir pourquoi. Je crois qu'il y a 15 ans, il a été piqué, mordu par le virus du BO. C'est un immense fan de Biarritz. Guillaume est avec nous. Salut Guillaume. Salut Pierre. Tu vas bien? Salut Jérôme. Salut. Ouais, ça va en forme. Raconte-moi, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une virée avec des copains qui a mal tourné, quoi, cette histoire du BO. C'est un peu ça, dans le sens où je suis parti avec des copains en vacances durant un été. Et ça correspondait à l'année où j'ai commencé le rugby. Et en fait, le BO, pour moi, c'est mes premiers souvenirs rugby, puisque je suis allé à Aguilera. On allait voir aussi les entraînements. Donc Jérôme ne le sait pas, mais on s'était rencontrés, j'avais, 16 ans, 17 ans peut-être. Tu te rappelles pas, Jérôme? Non. Je suis désolé, je suis déçu. enfin. Attends, il y a 15 fans à Aguilera. Et donc voilà, ça a commencé comme ça, quoi. Donc vraiment l'ambiance d'Aguilera et toute la génération de Jérôme, en fait. C'est ta Madeleine de Proust, quoi, ce BO avec des années 2010. Exactement, ouais. Avec les mitaines de Jérôme, évidemment. Tu vois que ça a marqué tout le monde, et pas que moi. Hein. Avant de revenir sur ta carrière, Jérôme, et par écho sur nos souvenirs, ce que tu as créé chez tout le monde, laisse-moi te mettre dans le bain pour nous replonger dans un passé pas si lointain, mais le passé quand même. On va utiliser ce qu'on appelle un play. Et un play, c'est ça. On va se replonger dans une capsule temporelle, c'est un exemple, par exemple, aujourd'hui, la montée du Biarritz Olympique en top 14 à l'issue de cette séance de tir au but complètement dingue. Et ce tir au but, signé Stephen Armitage, le capitaine du BO. Jérôme, est-ce que tu étais au stade ce jour-là et comment tu as vécu cette montée? J'étais dans les studios, on était sur le commentaire du match. On était en studio chez Canal. Et c'est vrai que ça a été une rencontre incroyable. Hein. Sur le papier, c'était vraiment pas gagné pour le Biarritz Olympique, mais on sait que ce rugby nous surprend toujours. Et vu aussi que c'était l'adversaire était l'Aviron Bayonnais, ça mettait un petit coup de piquant en plus bien sûr. dans la journée. Ouais. Guillaume, c'est un moment qui, j'imagine, est encore gravé dans ta mémoire. Cette montée à l'issue d'un match, Jérôme l'a dit, est complètement dingue. Et j'avais jamais vu de séance de tir au but pour un match aussi important, parce qu'on l'a vu pour des demi-finales ou par exemple en Coupe d'Europe. Mais quel souvenir tu gardes de ce match-là? Un scénario incroyable, parce que si je me trompe pas, en plus, je crois que le BO accède à l'Access Match après une victoire à Vannes. Ils sont sixièmes, ils sont les derniers qualifiés, donc ils sont dans la dernière seconde avec un essai de Stark. Il semble. Il y avait une Stark. Ouais. Donc on passe à l'Access Match et Bayonne. Oui, ultra favori. Renversé Access Match par Pau, je crois à l'époque, où Pau marque un essai.
Oui, en fait, il se retrouve 13e Exactement. un peu par hasard, hein, c'est ça. Donc déjà sur le papier, le derby, le match, je crois qu'il y a 6 partout. De mémoire, c'est Clovis Lebaille, je crois, qui marque cet essai. On ira vérifier, on demandera aux viewers de nous confirmer, aux fans de Pau, parce qu'il y en a, de nous confirmer ça. Donc ouais, après le match en soi, il n'était pas non plus 6 partout, quoi. Un score improbable, Un peu à l'ancienne. Ouais. prolongation, un peu à l'ancienne effectivement. Et puis ouais, cette séance de tir au but incroyable. Donc ouais, franchement, scénario même, je pense que les scénarios d'Hollywood, les scénaristes d'Hollywood n'auraient jamais pensé, quoi. Ouais, mais même globalement, je pense que les fans même du Biarritz Olympique n'auraient pas imaginé Non, c'est une incroyable. saison comme ça, ni les présidents, ni d'ailleurs personne, puisque cette équipe n'était pas Personne faite. n'était prêt. Hein. Voilà, n'était pas faite sur le papier pour monter. C'est ça. Vous avez compris ce qu'on va faire pendant maintenant un peu plus d'une heure. On va revenir en long, en large et en travers sur la carrière de Jérôme Thion et sur les souvenirs de Guillaume. C'est parti pour Rugby Legends. Avant de connaître l'ivresse de tout cela, Jérôme, on va tordre le cou à deux choses tout de suite. On va mettre les pieds dans le plat. Tu n'es ni rugbyman ni basque à la base. Ah oui. Explique-nous un peu. Toi à la base, tu es basketteur et tu viens de la natation. Ouais, Natation puis basket. Je suis déjà Comment t'arrives au rugby ? un jeune banlieusard de Paris qui découvre la natation assez jeune. Et j'en fais pendant presque 9 ans, à un bon niveau. Et fan de basket inconditionnel avec mon frère qui a 3 ans de plus que moi, mon aîné, Stéphane, avec qui j'écume tous les playgrounds de région parisienne. On se tape des grandes missions de RER et de métro pour aller au playground de Bir Hakeim pour se mesurer aux mecs qui touchaient. Sont pas mauvais normalement. qui touchaient un peu le ballon, donc, à une époque où le basket était pas aussi démocratisé, où il n'y avait pas des playgrounds partout, quoi. Il n'y avait pas de playground partout, c'est pour ça qu'on faisait un peu de métro aérien de Bir Hakeim. Ouais, un peu de transport en commun, mais c'est vrai qu'il y avait un vrai engouement avec cette fameuse NBA. Ça passait tard le soir ou tôt le matin, donc on se levait, on regardait ça, et vrai fan de NBA, vrai fan du championnat aussi français, que l'on avait aussi à la télé à l'époque. Donc, découverte de ce sport, fan inconditionnel, et je débarque, moi, dans les valises avec mes parents du côté de Tarbes, et je décide de commencer le basket là-bas à 15 ans, en club, chose que je n'avais jamais fait, et j'ai commencé en club au TGB, donc qui était une équipe Tarbes-Gespe-Bigorre, qui avait une équipe pro féminine, qui était en première division. Et je me fais une première saison de basket là-bas. Un camp de basket l'été arrive avec le Fast Break Camp. C'était Michel Gomez, à l'époque, qui était l'entraîneur de ce fameux Fast Break Camp, avec pas mal d'entraîneurs du centre de formation de l'élan béarnais. Donc c'était à Pau, et je découvre les entraînements intensifs, le haut niveau, et je suis repéré comme ça. Et Michel Gomez va voir mes parents avec Claude Bergeau, qui était futur entraîneur de l'équipe de France et de l'élan béarnais, et leur dit tout simplement, voilà, Jérôme a peut-être des capacités pour pouvoir jouer au basket, est-ce que ça vous dirait qu'il intègre le centre de formation ? Ouais, mais bon, il a commencé il y a 1 an, vous pensez pas que c'est un peu tôt ? Non. Et je suis parti comme ça dans le basket, un petit peu aussi par hasard. J'ai fait mes 3 ans de centre de formation à l'élan, remonté en région parisienne derrière, puisque à terme de ces 3 ans, il fallait que je bouge, et reparti en région parisienne du côté de Cergy-Pontoise. Une année de basket, et durant cette année de basket, je rencontre une personne qui me fait connaître le rugby. Et mercredi, le seul jour off que j'avais, me dit voilà, Jérôme, ce serait bien. Viens tester, Franchement, moi, j'avais déjà testé. Hein. Il y avait mon entraîneur de l'époque, Freddy Fnagel, qui m'avait envoyé à la section paloise. Mais bon, il m'avait fait faire des tours de terrain, simplement, un peu de bouclier, et puis ça s'arrêtait là. Et puis, t'avais pas trop kiffé sur le coup, tu voyais pas l'intérêt. Non, je voyais pas trop l'intérêt. Et puis, je m'entraînais une première fois donc au Racing Club de France. Je faisais mes petits allers-retours le mercredi. Je dis rien à mes parents, bien entendu. Je m'achète. T'as quel âge là à ce moment-là ? J'ai 19 ans. 19 ans, c'est ça. J'ai 19 ans, je m'achète une paire de crampons, maillot, short et feu. Et je vais m'entraîner avec les jeunes Réchelles du Racing. Et là, je découvre un sport incroyable. Je n'ai aucune maîtrise des règles, aucune connaissance des règles. J'ai pas du tout de... Non, mais, Comme quoi, vous pouvez devenir professionnel au rugby sans connaître les règles. Ne vous freinez pas. C'est vrai qu'au final, c'est sur les 6 mois où j'ai la chance de pouvoir m'entraîner avec eux, je découvre un sport qui me plaît. Il y a du combat, où je m'y retrouve vraiment physiquement.
Et arrivé fin de saison, que ce soit basket ou rugby, j'ai le choix. J'ai le choix soit de partir du côté du basket et il y a Donc, c'est ta 4e ou 5e saison en oui, club. ouais, c'est ça. Tu commences à bien comprendre, Oui. quoi. Tu Oui, vois vraiment, un peu ouais. où sont tes qualités et aussi tes limites, peut-être. Mais je connaissais mes limites au basket, puisque j'aurais pu être pro ou assimilé pro. Il y avait l'équipe de Mondi à l'époque qui m'avait proposé un contrat. C'était de la Pro B. Mais bon, j'aurais été 8 Dans la 9e, rotation, dans la rotation. oui, voilà. J'étais pas dans le 5 majeur, j'étais pas invité, tout simplement. J'avais pas assez de skills, j'avais pas commencé le basket assez jeune et je n'avais pas assez de maîtrise pour pouvoir espérer jouer au plus haut niveau, comme je le souhaitais. Donc une petite part de frustration. Et derrière, il y avait ce fameux rugby qui me tendait les bras et des entraîneurs, des formateurs qui me disent, écoute, je pense que tu as des capacités pour pouvoir te régaler dans le rugby et faire du haut niveau. Donc pourquoi pas. Tu le savais, ça, Guillaume, que Jérôme a commencé vraiment le rugby qu'à 20 ans ou Ouais. 19 ans, quoi. Ouais. Ça paraît. Ouais, fou. j'ai appris ça il y a pas très longtemps et je me demande si c'est encore possible de faire ce genre de parcours aujourd'hui. Le petit Mathieu qui Ouais. évolue à Ouais, Bordeaux, ça, qui a il joue au commencé basket. tard et qui T'as raison. est passé par le basket aussi. Ouais, qui était au centre à Mont-de-Marsan, au basket. Et c'est l'année du Covid qui le fait Ouais. basculer, puisque les salles de basket étaient fermées et impossibilité de pouvoir jouer au basket dans et le de jardin. s'entraîner. Donc, redécouverte du rugby. Bon, il a l'ADN aussi du papa. Oui, je Donc, pense aussi, qu'il il a quelques qualités il a des grosses physiques qualités, qui mais c'est permettent vrai quand que même. Il va Là tellement aussi, vite. il va tellement vite. Et puis, surtout, il a un bon QI rugby, quoi. Et Ouais. il assimile vraiment très, très vite tout ce qu'on lui propose. Donc, oui, je pense que c'est encore possible. On disait que tu étais à la croisée des chemins, donc là, tu as à peu près 20 ans. Tu as le choix entre le basket et le rugby. Tu vas choisir le rugby. Tu vas être repéré par un club. Tu passes par le Racing, puis par Clermont, chez les jeunes. Ouais. C'est là où tu vas vraiment découvrir le professionnalisme. Ouais. C'est là où tu vas devenir un joueur de rugby. C'est à Clermont. Mais on va faire un petit saut dans le temps. La véritable révélation, c'est à Perpignan. Tu as 23 ans. Et tu es tout jeune, on va le voir à l'image. C'est Ah oui, Ouais, t'étais avec un- Rimas Alvarez-Kirelis. exactement avec qui tu Quel vas former pénible. une deuxième ligne de Ouais. haut niveau, puisque vous allez, lui comme toi, disputer ensemble une première finale, celle de H-Cup face à Toulouse. Ouais. Cette équipe, c'est une équipe de Barjot, Cognac, Dalmazo, Porcu, Gouta, Le Corvec, Nicolas Mas, Rimas Alvarez-Kirelis. Un peu plus tard, Marius Timkou, Perrich Freshwater, que tu as peut-être croisé quelques heures. Ce rugby-là, catalan, un peu fou, ça te plaît à ce moment-là? Ouais, ça me plaît parce que ça me correspond en fait. J'arrive dans une équipe où je passe 2 ans du côté de Clermont, une première année où je joue, une deuxième année où on a Tim Lane, l'entraîneur à l'époque australien qui arrive et où je fais plus du tout partie des plans dans sa rotation, donc je suis même pas invité. Et puis il me conseille même d'aller en Pro D2 puisque j'avais pas du tout le niveau pour jouer en top 14 à l'époque. C'était C'était son avis ou c'est le Ouais, tien? non, ça c'était son avis. Ok. Donc, je décide de partir et là, je rencontre un entraîneur. Je rencontre Olivier Saïssé, donc l'entraîneur de Perpignan. Je découvre Perpignan, je découvre Aimé Géral, l'engouement qu'il y a derrière et c'est juste incroyable. Et je me retrouve dans une équipe qui a où il y a une ambiance, où il y a un vrai état d'esprit, et là c'est Et une encore identité, une vraie identité, et là c'est encore de nouveau une découverte dans ce sport. J'ai des joueurs emblématiques, Sylvain Dereux, Bernard Gouta, Michel Cognac, des garçons qui me prennent vraiment sur leurs ailes et puis qui m'accompagnent parce que je suis un tout jeune joueur, je n'ai pas encore cette culture rugby, je connais les règles, Pierre, puisque je les ai apprises entre-temps, ne t'inquiète pas. Oh, mais, Et derrière, je suis ne te toujours formalise pas, il y a des joueurs en équipe de France qui connaissent pas les règles. Donc, dans mon apprentissage, tu vois. Donc, et j'ai aussi le background du basket où le basket est professionnel depuis 30 ans, à l'époque où j'arrive dans le rugby. Et j'ai cette mentalité et cette préparation qui fera peut-être la différence les années à venir. t'es peut-être donc- un peu plus structuré que Ouais, d'autres. Complètement. T'as Ouais. la discipline déjà, de l'expérience. Bah, c'est surtout basket, ça en quoi. fait qui m'a fait, qui m'a permis de basculer assez rapidement dans le rugby. C'est ma manière de m'entraîner, ma détermination et puis le fait d'avoir connu le professionnalisme vraiment dans le basket. Donc je l'ai retranscrit après dans le rugby. C'était pas les prémices, mais Oui, c'était voilà, mieux, ça la faisait préparation 7-8 était, ans. ouais, était pas tout Ça à fait la faisait même. 7-8 ans que c'était pro, quoi. Ouais. Donc, Installé un peu. voilà.
Guillaume, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de te rendre à Aimé Giral ou d'assister à un match en terre catalane? Non. Parce que, pour avoir eu la chance de me rendre dans ce stade mythique, si tu as l'occasion un jour, vas-y. Parce que c'est pas une légende, vraiment. L'ambiance y est spéciale. C'est une petite arène, les grillages, enfin, ça fait presque un peu peur, en fait, quand tu arrives et que tu es visiteur. Ouais, quand t'es visiteur, oui. Quand t'es joueur, c'est... comme ambiance. Ouais. Ouais, oui. Et puis, voilà, t'as des supporters qui sont vraiment avec toi. Il y a un engouement qui est incroyable. Et t'es porté par ce stade. Donc, t'as une âme supplémentaire lorsque tu joues des grosses équipes. Et c'est vrai que cette saison, lorsqu'on fait cette fameuse finale en Irlande contre le Stade Toulousain, sur le papier, en fait, on n'est pas invité. On n'est vraiment pas invité depuis le début, ce match de Coupe d'Europe. Et il y a quelque chose qui se crée. Tu parlais des joueurs emblématiques, des garçons que l'on découvre aussi. Nicolas Mas, ses premiers matchs pro. Où à droite, personne va le bouger. Stéphane de Bezombe, qui est avec lui, le droitier aussi, qui le prend aussi un peu sous son aile. On avait toujours deux, trois mecs, des garants un peu de cette culture qui nous ont amenés là. Et franchement, on fait une saison extraordinaire et cette finale a été vraiment l'apothéose du côté de Perpignan en 2003. On est en 2002-2003, tu l'as dit. Cette saison 2003, elle est d'autant plus inoubliable pour toi que tu vas découvrir les joies du 15 de France. Tu vas exploser d'un point de vue personnel. L'USAP va malgré tout louper les demi-finales en championnat. Et ce qui fait que ça t'ouvre la porte de cette tournée. Une tournée que tu vas vivre en Argentine. Où tu vas vivre ta première Marseillaise. Tu t'en souviens d'ailleurs de cette première Marseillaise? Ah oui, je m'en souviens, mais je me souviens surtout de l'appel de Bernard, qui me dit, voilà, Jérôme, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, encore aujourd'hui, les tournées d'été étaient toujours un petit laboratoire où on lançait la jeune génération, où on récompensait certains de leur carrière. Et là, c'est vrai, juste avant la Coupe du Monde 2003, il y avait des places à prendre. Et franchement, j'arrive sans aucune prétention et sans pouvoir penser que j'allais pouvoir décrocher une place en Coupe du Monde. Et c'est vrai que cette première Marseillaise, ça a été quelque chose qui m'a rendu tellement fier. En fait, au bout de 5 ans, j'accédais à mon rêve ultime. Et c'était ce que j'avais dit au tout début quand je commençais le rugby. Quand on me pose la question, on me dit, mais c'est quoi ton rêve? Mais je dis, moi, c'est toujours en équipe de France. Tout le monde s'est foutu de ma gueule à l'époque, mais tout joueur de rugby souhaite et espère pouvoir revêtir ce maillot. Alors moi, j'ai repris ma carrière. C'est un appel à Fabien Galtier. J'ai repris ma carrière. Fabien, ne t'emmerde pas à venir en parenthèse. A priori, ça va être un peu court là. Laisse-moi encore 3-4 ans. C'est le rêve de tous les mecs qui jouent au rugby. Donc voilà. Et puis d'aboutir à ça et de faire cette première Marseillaise, ça a été juste magique. Malheureusement, cette tournée, elle n'est pas magique. 3 matchs, 3 défaites, dont 2 face au terrible Pumas à l'époque. Et puis surtout la découverte de Bernard, parce que là. Voilà, c'était ma question. Comment ça se passe avec Bernie le dingue? Voilà, franchement, je découvre ça. Il y avait Jacques Brunel contre les avants, Bernard Viviès les 3/4 et Bernard Laporte. Bon, je l'avais déjà côtoyé puisque j'avais fait 2-3 stages, je connaissais le personnage, mais là, première défaite, tu perds contre les Pumas. À l'époque, faut remettre dans le cadre, c'est équipe compliquée à jouer. Très grosse équipe. La plupart jouent en top 14. C'est la génération Gonzalo Longo, Augustine Pichotte, Conte Pomi, Questada. Montserrat arrive un tout petit peu après, mais oui, c'est ça. C'est une équipe extrêmement pénible. Voire chiante. Alors à l'époque, il y avait donc à gauche l'entraîneur de Provence, Mauricio Reggiardo, qui était un joueur, très très bon joueur, mais qui était imbuvable sur le terrain. Quoi. Le mec, il était là pour te faire disjoncter. Très bon joueur en plus. Accompagné de l'excellent Mario Ledesma, qui aussi était très sympathique. Ah, mais c'était injouable, les mecs. Ouais, c'était très donc, dur. Voilà. Omar Hassan à droite. Ouais, premier match perdu. Je crois sur un drop de Gonzalo Quesada. Et deuxième match perdu sur une faute de Bibi Oradou sur un renvoi, je crois. On tape une pénalité. Dernière pénalité, on perd à la dernière seconde. Et là, franchement, la découverte de Bernard, parce que là, durant 15 jours, ça a été tant d'axes. Là, dès le deuxième match, tu as déjà perdu la tournée, et donc tu sais que... Oui, tu sais que tu pars en Nouvelle-Zélande après, à Christchurch. Voilà. Donc, tu as 12 heures d'avion. Mais avant de partir pour l'avion, Bernard te fait une petite vidéo. On doit démarrer à 5 heures, te fait une petite vidéo à 4 heures du matin.
en disant vous vous foutez de ma gueule, c'est pas possible. Et alors ils tirent sur tout le monde, ceux qu'on fait des conneries, les pénalités, le truc, c'est impossible quoi. Et quand ils voient Mauricio Reggiardo arriver à la réception d'après-match avec un bonnet comme ça, en étant un peu gonflé, tu vois, il dit mais Mauricio qui se fout de notre gueule, là il arrive avec le bonnet, il nous prend pour qui? On a perdu contre Bernard. Donc ils disjonctent et on termine à Christchurch. On fait un bon match quand même contre les Blacks. Défaite honorable face à... Mais ça perd quand même, donc 3 matchs, 3 défaites. 3 premiers matchs en équipe de France. Toi, tu découvres donc l'équipe de France, tu découvres Bernard. Est-ce qu'à ce moment-là, tu sens que tu as marqué des points quand même dans cette tournée? J'en ai pas perdu. Mais te dire que j'en ai gagné, j'en ai aucune idée. J'ai pas de recul par rapport à ça. Moi, c'est une découverte, tu sais. Je prends tout et j'assimile les trucs. Je me dis, mais déjà, je suis très heureux d'avoir fait cette tournée. S'il y a une place, tant mieux. Vraiment. Et tu penses que ça s'arrête là ou tu te dis je vais te rappeler ou... Non, mais on ne sait pas en fait, puisque il l'annonce, je crois, 15 jours plus tard. Mais je sais pas du tout où j'en suis. Okay. On n'a pas de retour de la part des coachs. Tu repars chez toi, tu repars en vacances. Donc, Et puis à cette époque-là, juste pour resituer, Guillaume, la concurrence, ça s'appelle Pelouse, Brouzet, Oradou, Nallet, Priva. Ouais. Puis Pascal Papé dès l'année suivante. Ça te parle, tous ces noms, forcément. Bien sûr. Est-ce que dans cette liste-là, il y a des joueurs qui t'ont plus marqué que d'autres? Je répète, Pelouse, Brouzet, Oradou, Nallet, Priva, Papé, Jérôme Thion. Pelouse, bien entendu. Ça, c'est clair. Mais aussi Thibaut Priva. Thibaut Priva, qui pour moi était vraiment un visage du top 14. Alors je crois qu'il n'a pas beaucoup de sélections, si c'est pas une seule. Non, il en a une quinzaine, si je dis pas de bêtises. Mais vraiment, c'est un joueur que j'appréciais. Et après, Nallet. Parce que, joueur le plus capé de l'histoire du top 14, Thibaut Priva. C'est le joueur qui a le plus de joueurs. T'as raison. Pour schématiser, on est en 2003, tu viens de faire une tournée, tu es en concurrence avec des monstres. Ça fait 5 ans que tu es pro en rugby. Ouais. Tu es encore dans ta phase d'apprentissage dans un poste à maturation lente, t'es deuxième ligne quand même. Ouais. C'est pas des postes comme demi d'ouverture où à 19 ans, souvent tu exploses, ou tu peux exploser plutôt. Et finalement, tu es donc appelé pour cette Coupe du Monde où la France est co-favorite. Tu vas être même titulaire pour une demi-finale de Coupe du Monde. Est-ce que à ce moment-là, tu te dis pas que c'est surréaliste? Ça va très 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 vite quand même. Ça va très vite, mais en fait, tu vis en vase clos. On part faire cette préparation, on découvre Marcoussis. C'est la première année où il y a le centre de performance au CNR à Marcoussis. On est vraiment sur une préparation où on voit peu de monde. On part, on fait nos matchs de préparation en Angleterre et du côté de Marseille. Donc, pas plus surpris que ça. Et puis derrière, j'ai la chance d'être titulaire sur le premier match contre les Fidji. On enchaîne les matchs et je suis associé à Fabien Pelouse, quoi. Donc, moi, je surkiffe comme pas possible. J'ai 25 ans. Je vois que le remplaçant, c'est Olivier Brouzet, des fois Bibi. Je comprends pas trop en fait ce qui m'arrive à l'époque, puisque je te dis, je vois ça comme un jeune joueur. T'as pas eu le temps de prendre du recul sur tout ce qui se passe. C'est mon recul. Je découvre l'équipe de France, je découvre le très haut niveau et j'en prends plein les yeux. Voilà. Donc je profite. Guillaume, j'avais pas rappelé ton âge par élégance, mais t'as des souvenirs de 2003 ou t'es encore un peu petit? Non, très sincèrement, non. Dans le sens où j'ai 11 ans et donc voilà. Ça fait mal. et le rugby, pour être franc, que ce soit dans ma famille ou dans mes amis à l'époque, n'était pas présent, si tu veux. C'est après, parce que moi j'ai vraiment découvert le rugby en 2007, où j'étais au stade pour France-Argentine d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Après, je me suis dit on aurait pu se croiser, toi. Ouais. Non, je pas prévu ça. Mais le souvenir que j'ai en tout cas de 2003, c'est Wilkinson. Ouais, bien sûr. Denis Wilkinson qui va terrasser l'équipe de France quasiment à lui seul en demi-finale dans cette bouillie horrible sous la pluie. C'est la deuxième fois que je pleure pour du rugby après 99. Voilà, ça fait plaisir. Cette Coupe du Monde quand même va se terminer donc sur une défaite, mais à ce moment-là, c'est paradoxal, tu t'imposes comme un titulaire des Bleus. Et pourtant, à Perpignan, t'es pas conservé. Est-ce que tu sais... J'ai cru lire même que t'aurais voulu, toi, t'aurais aimé rester. Oui.
Pourquoi ça se fait pas? On a eu un manque de clarté avec le président à l'époque, était Monsieur Dagrenat. Une mauvaise entente, mauvaise communication, et Biarritz m'avait déjà contacté lorsque j'étais parti bien avant que je parte de Clermont. Et c'était Marcel Martin et Jojo Dario Merlou, le manager de l'époque, qui m'avait déjà contacté, et il m'avait recontacté juste avant le départ de la Coupe du Monde. Donc voilà, Biarritz arrivé en pole position, même si on finit sur une finale avec Perpignan. C'est vrai que ça aurait été tout à fait judicieux de continuer là-bas, mais mauvaise entente avec le président a fait que... Ouais, c'est un mal pour un bien, Oui. Ouais. on va dire ça comme ça, parce qu'à Biarritz, à ce moment-là, c'est juste la plus grosse équipe du championnat avec peut-être Toulouse et le Stade Français. Ça donne ça, le BO version 2004. Pour toi, ça va être une nouvelle découverte, celle d'une équipe de fous malades, emmenée notamment par Thomas Lièvremont, qui va marquer cet essai face à Narbonne sur une feinte de passe et une toupie. Un truc sans le talent quand même. Enfin, je veux dire, tu tentes pas ce genre de choses face à une défense en temps normal. Tu l'as dit, t'as donc opté pour le Biarritz Olympique, mais qu'est-ce qui va te convaincre au-delà du fait qu'ils te veulent? C'est la génération, c'est le la cadre, génération, et c'est surtout aussi le fait qu'il y aura de la concurrence et du haut niveau, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait les challenges. Et quand je vois les images avec les garçons qui étaient sur le terrain, ça faisait rêver. Et ça fait toujours rêver. Donc de pouvoir me mesurer à des joueurs de très haut niveau, avec pas mal de capés, que ce soit en équipe de France ou équipe d'Argentine. Enfin, il y avait pas mal de sélections dans cette équipe du Biarritz Olympique, des entraîneurs aussi talentueux, reconnus. C'est un nouveau challenge pour moi. Tu sentais que c'était, sans faire offense à Perpignan, mais une progression de passer de Perpignan à Biarritz? Non, pas plus que ça. Sur le papier, non, pas plus que ça. Non, c'était juste un nouveau challenge. C'était un nouveau différent. challenge pour moi. Voilà. Ouais. Ces débuts au BO, ils vont être freinés par une blessure au tendon d'Achille, si je dis pas de bêtises. Ouais, que j'avais t'es depuis opéré. très très longtemps, ouais. Depuis Tu le décides- basket. Tu décides de te faire opérer, et pour toi, c'est une saison de transition finalement. Oui. Parce que de mémoire, tu joues 7 matchs, Ouais. et tu te fais opérer assez rapidement. C'est aussi une saison de transition pour le BO, parce que au mercato suivant arrivent Thierry Dussautoir, Damien Traille, Emmanuel Arinordoki, Benoît Auguste, Olivier Olibo. Voilà, c'est Là, les Avengers, quoi. Bon. Franchement, c'est Mais quoi tu ce te rends pas délire? compte, Pas si c'est mal quand tombé. tu joues avec ces gars-là, ouais, tu t'en rends pas compte à l'époque, hein, mais c'est quand tu en reparles et que là on revient dessus. mais Tu fais la liste. Tu fais la liste, tu Ouais. dis, bon les gars, il y avait 2000 sélections dans l'équipe. les mecs, Ouais, que ce c'était soit compliqué de faire une équipe titulaire. Enfin, tu te dis, vous pouvez voyager, on peut faire quelque chose. Et entre les gars qui sont expérimentés Mm. et ceux qui vont prendre 80 sélections comme Imanol ou Thierry, Ah ouais, vraiment. bon, on sent que ça a pas mal prospecté. On va dire que les scouts Ah ouais, ça a bien du scouté, BO, c'était ouais, pas c'est mal. vrai. C'était pas mal. Ça a bien Ça a bossé. bien bossé. Guillaume, cette équipe-là, sur le papier, elle fait rêver. T'as peut-être la troisième ligne la plus démentielle de l'histoire, avec Oui. Serge Betsen, Thierry Dussautoir, Emmanuel Arinordoki, Ouais. Thomas Lièvremont. Tu te rappelles de cette équipe? C'était peut-être une des plus belles finalement. Est-ce que tu as des souvenirs de ce BO-là? Tu nous as dit que toi c'était plutôt 2007, mais forcément tu t'es intéressé à Bien l'histoire de sûr, ton club. bien sûr, je me suis documenté. Et effectivement, quand je vois les performances d'Arinordoki, d'Imanol à l'époque, même de Thierry Dussautoir, où je pense qu'il était sur la rampe de lancement pour atteindre le niveau qu'on connaît tous, quoi. Serge Betsen, qui pour moi était vraiment à l'époque le joueur qui incarnait l'équipe. Il y a des cicatrices partout. Moi, c'est vraiment l'image que j'ai de BO. Serge Betsen et du coup du BO, effectivement. Donc, que des excellents souvenirs, en tout cas, de cette équipe-là. Bah, tu peux, parce que cette saison 2004-2005 va se terminer de manière inoubliable. C'est un match de dingue. C'est peut-être la plus grande finale de l'ère moderne, à mes yeux en tout cas. Ouais. Le bras de fer est hallucinant avec le Stade Français. Ça va se terminer 37-34. Mais fois n'est pas coutume, moi je vais pas vous montrer les derniers points du match. Je vais vous montrer l'égalisation. L'égalisation qui est signée Julien Perrelon sur un drop. Ouais. Ce match-là, Jérôme, j'ai lu, on va voir d'ailleurs tout de suite le drop de Julien Perrelon en finale. Déjà, ce match-là, j'imagine que tu l'as encore en mémoire. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est un des plus fous que tu aies disputé? Ouais, en intensité. Il y avait une rivalité avec le Stade Français sur cette saison et sur les saisons
future, après cette année 2005, qui a toujours été très présente. On avait une grande partie de l'équipe de France qui jouait face à nous. Il y avait Bibi Radou, Peter De Villiers, Brian Lindbergh, il y y avait aussi pas mal d'Argentins, Christophe. Donc c'est des garçons qu'on appréciait énormément hors contexte Final, quoi. Final. Mais quand on jouait contre eux, voilà, on était tous des très gros compétiteurs, du caractère de part et d'autre, et c'est vrai que ça partait souvent très loin. Ça m'ouvre plein de questions, en fait. La première, c'est une question sur Julien Perrelongue. C'est très personnel. Pardon si vous partagez pas cet avis, mais j'ai l'impression qu'on a été très injuste avec Julien Perrelongue, parce que ce mec-là, il a porté le BO quand même à l'époque où le BO gagnait. Il a une ribambelle de finale et de titres. Et il a 3 titres, 3 Brennus, donc avec l'ancienne génération 2002 et la génération 2005-2006. Et à chaque fois titulaire, impeccable, gestionnaire, défenseur, et très peu sélectionné, très peu mis en lumière. C'est moi qui déconne ou on était un peu sévère avec lui? Enfin, il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Il y a quelques joueurs valeur. comme ça. Il y a Juperlong, il y a Benoît Auguste, mais c'est vrai que pour revenir à Julien, il a toujours été impeccable. À chaque rendez-vous, chaque grand rendez-vous, ça a toujours été un joueur qui était déterminant. Dans l'animation offensive, il était au cordeau avec ce que pouvait annoncer Patrice Lagisquet, donc un très très bon exécutant. Un garçon qui prenait des responsabilités quand il fallait aussi, bien entouré, avec le Yash et Imanol en 8. Donc tu peux voyager, t'as Damien Traille juste derrière. En fait, tu te dis, t'avais une ligne où... ça aurait pu être l'équipe de France. Ça aurait pu être l'équipe de France. Alors Jules, je crois qu'il a 4 ou 5 sélections. Ouais. Et il fait le tournoi de 2004. À l'époque 2004, je crois, mais c'est vrai qu'il aurait pu avoir plus de sélections, mais derrière, il y a aussi pas mal de concurrence. On avait à l'époque Fred Michalak, t'avais pas mal de 10, Yann Delegue. Jusqu'en 2002, il y avait aussi Gérald Merceron. Gérald Merceron de Clermont, tu vois, donc c'est aussi, il y a pas mal de joueurs qui passent à côté par moment de par la concurrence. Et puis c'est la cruauté du sport de haut niveau aussi. C'est bien ça. C'est que malheureusement, il n'y a que 15 joueurs sur la feuille de match, même si on les aime beaucoup, on ne peut pas en rajouter. J'ai lu que l'action dont tu étais le plus fier dans ta carrière, ça se passait au cours de ce match-là. Le plus fier? Ouais, j'ai lu ça chez les formidables confrères de l'équipe. Oh, t'as dû raconter n'importe quoi ce jour-là, c'est ça? Tu vas me dire la vérité? Non, c'est vrai. En gros, tu prends un carton jaune assez tôt avec Bibi Radou, bagarre à la 7e minute, et c'est le contre en touche décisif qui vous permet de rester dans le match. Je croyais que tu me parlais simplement de la bagarre. Non, j'ai quand même là, ça fait le gros pour un. Alors c'est un coup de tête. Alors, coup de tête magnifique, j'ai enchaîné, c'était top. C'est quand tu l'as mis un coup de pied par terre, je crois. C'était ça, t'es très très fier de l'avoir défiguré. Non, c'est le contre en touche face à l'alignement du Stade Français qui permet au BO de rester dans le match, parce qu'à ce moment-là vous êtes mené. Et j'ai lu que c'était l'action dont tu étais le plus fier. Est-ce que c'est encore le cas ou tu veux changer? Parce qu'on peut changer. Non, on ne change pas. Non, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, on avait Jacques Delmas qui était notre entraîneur des avants et c'était des vrais challenges avec lui puisqu'il y avait toujours... C'était son jeu. Il fallait absolument être bon en touche et nous, en tant que compétiteurs, on aimait ça. Donc, tu avais Imanol qui était notre capitaine de touche, Olivier Olibo, David Cousinet, Imanol derrière et puis moi. Et toi, oui. On aimait ce jeu de contre en touche et on se challengeait pas mal dessus. Et c'est vrai qu'on avait un alignement assez réactif. Et sur ce coup, je me souviens, c'était juste en face de Pierre Rabadan, qui à l'époque était un vrai poison en touche. Et on arrive à lui piquer le ballon et à récupérer ce ballon. On est dans nos 5 mètres. Donc, touche qui m'a marqué. Qui va apporter donc un titre au Biarritz Olympique, ton premier, personnellement. Guillaume, ça te fait quoi de revoir ces images-là d'un BO titré? Ça te plonge un peu dans la nostalgie ou quand même pas? Non, quand même pas. Quand même pas, mais un peu de la fierté quand même, tu vois, de voir le Stade de France blindé comme pas possible. Rouge et blanc. De voir des matchs à chaque fois incroyables, avec le couleur du BO dans tous les sens, parce qu'après il y a 2006 aussi, où là c'était un match extraordinaire. On va y revenir dans quelques secondes. Je sais. Je prends pas de transition, mais non. Et il est incroyable. Il est fort, très fort. Ouais, par rapport notamment au résultat d'hier soir, typiquement. Alors, il se trouve que le résultat d'hier soir, parce qu'on enregistre cette émission au lendemain d'une défaite du Biarritz Olympique face à Agen à 14 contre 15, et ce qu'on appelle communément dans le métier une branlée, une bran-bran. Ça arrive même au meilleur.
D'un point de vue personnel, individuel, Jérôme, cette année 2005-2006, on a donc conclu l'année 2005 sur un titre. Après ce match-là, tu vas devenir un cadre des Bleus et même capitaine pour une tournée, capitaine pour la tournée de novembre 2005. Mais lors de cette tournée face à l'Afrique du Sud, tu es victime d'une fracture du larynx. Ouais. Tu peux nous raconter un peu ce qui se passe ? Oui. C'est l'ami Smith. John Smith, Ouais. capitaine aussi de l'Afrique du Sud. Alors j'ai la chance d'avoir le capitanat puisque Fabien prend un rouge. Fabien Pelouse, qui à l'époque était le capitaine, prend un rouge, je crois, contre l'Australie à Marseille. Et derrière, donc j'étais le vice-capitaine et Bernard vient me voir en me disant bah voilà, Jérôme, tu seras capitaine de la tournée. Ben, j'ai dit en fait j'ai 26 ans. Il y a des mecs qui ont 30 piges, qui ont 50 sélections. Non, mais tu seras bon. Ok, très bien. Bon, deux matchs qui se passent bien. Fidji, Canada. Et puis derrière, on joue l'Afrique du Sud. C'était le match pour clore la tournée. Afrique du Sud, si t'arrives pas gagné, c'est compliqué parce que c'est la génération de Boucher, quoi. Ouais. Akis Bota, Victor Matfield, Smith, vaut mieux avoir être champion du monde 2 ans après. Ouais, quelques séances de muscu avant de rentrer sur le terrain et puis match au Stade de France, première Marseillaise au Stade de France pour moi, premier capitanat au Stade de France, donc pas mal d'émotions, grosse responsabilité derrière parce que tu représentes ton pays d'une part et puis toute ton équipe. Et John Smith, capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud, petit lancé, ballon récupéré par moi, je crois. Non, par John Smith, fond d'alignement, et puis je vais pour le plaquer, il arrive coude en avant. Bon, aujourd'hui, il aurait pris 6 ans. Rouge, 6 ans de suspension. Il aurait été banni du rugby. Mais bon, à l'époque, rien du tout. Avant jouer. Non, mais c'est ça, en fait. Ça joue et l'arbitre, à l'époque, revient sur la pénalité. Il demande la vidéo. Bon, simple pénalité. Mais le problème, c'est que je suis capitaine. Je perds la capacité de pouvoir parler puisque j'ai les cordes vocales qui sont touchées. J'ai une fracture du larynx sans le savoir. Et le doc, à l'époque, me dit « Non, mais c'est bon, continue, Jérôme. Bernard veut que tu continues. » Bon, j'essaye, difficilement. Tu fais 5 minutes, je pense. Je fais 5 minutes. Ouais, j'arrive plus à respirer. Et je dis, là, c'est plus possible. Donc, au hôpital, je suis resté 1 semaine à l'hôpital. J'avais une fracture du larynx. Je serais resté 10 minutes de plus. Je partais les pieds en avant. Donc, ça a été un peu costaud, ouais. À l'hôpital, ça va être un peu technique aussi, parce que tu vas y passer 1 semaine, tu vas perdre 3 kilos parce que tu peux plus t'alimenter correctement. Je peux plus m'alimenter. Et puis, je suis bien pris en charge, mais ils me disent clairement que si j'avais continué, ça aurait été très compliqué. Ils m'intubent déjà en partant pour aller à l'hôpital, puisque j'arrivais vraiment plus à respirer. Bon, là, on s'aperçoit que c'était un peu compliqué. C'était quand même un autre rugby, quoi. C'est clair que c'est pas mal la sécurité des joueurs, finalement, tu vois, quand tu réfléchis. Il y a pas très longtemps, par hasard. Et je me suis dit, c'est pas possible, il va prendre un rouge. Rien du tout. Rien. Non. Et comme tu dis, ça joue après 2 ou 3 minutes. Et oui. Et à l'autre qui l'appelle, l'arbitre. Il dit, non, mais l'autre, là, le 4, il est au sol. Et après, sur les images, on te voit pas non plus. Non, il n'y a pas la panique dans le regard. Ouais. Il dit juste un truc que j'arrive à lire sur les lèvres, il dit, je peux plus parler. Ouais. C'est des trucs que tu dis, je peux plus parler. Oui. Et voilà. Et derrière, ça repart et tout. Bon, disons que les images de ce rugby-là ne nous manquent pas. Et tant mieux que tu aies été pris en charge correctement. Des nouvelles de John Smith? Et tu sais que, alors, c'est incroyable parce que, pour la petite histoire, John Smith, je reçois une carte au Biarritz Olympique, mais une carte postale. de Bayonne. Non, mais c'est génial. Écoute bien l'histoire. Je reçois une carte postale de Bayonne. Au BO. Avec marqué John Smith, mais écrit, Dear Jérôme, I'm sorry for... voilà, il m'explique le truc, il s'excuse platement avec cette fameuse carte postale. Et j'ai appris par la suite que c'était Édouard Coetzee, donc le gaucher qui jouait à Bayonne à l'époque, son meilleur ami. Donc, il lui avait demandé d'écrire une carte pour s'excuser. Et Édouard Coetzee, on a été coéquipiers après par la suite au BO. Et voilà. C'est lui qui t'a dit qu'il avait rédigé sous la dictée de John Smith. John Smith qui va finir sa carrière ou presque à Clermont.
dans ce qui est peut-être un des plus grands naufrages de l'histoire du rugby. Il arrive capitaine des Box, champion du monde, et il a fini pilier droit remplaçant au bout du banc, la déchéance. Justice, Jérôme. T'as rendu justice. Oh, j'en voulais pas. Bon, bah, c'était un accident de jeu, mais bon, c'était pas terrible quand même. Non. On a vu une finale, celle de 2005. L'année suivante, tu vas te retaper, revenir, disputer une nouvelle finale, celle de 2006. Là aussi, une finale totalement folle face au grand Stade Toulousain, mais cette fois, il n'y a pas de suspense parce que le BO déroule. Plus grosse branlée de l'histoire jusqu'à l'an dernier, Oui. et la finale entre le Stade Toulousain et l'UBB. On va se replonger dans cette finale de 2006 avec un essai signé Damien Traille. On est juste après la reprise et Damien Traille va transpercer littéralement Fred Michalak et aller marquer entre les perches. Cette finale, c'est un récital. Est-ce que c'est la plus grosse équipe dans laquelle tu as joué ? Franchement, sur le papier, oui. Ouais. Sur le papier, tu pouvais jouer contre n'importe qui. Là, sur ce match-là, on était intouchables. Pour la petite anecdote, Fred s'était déjà pété l'épaule avant cette action, donc il n'a pas pu plaquer Damien. Mais bon, après, c'était un tanker qui arrivait plein gaz, c'était compliqué de le plaquer. Mais c'est vrai que sur le papier, à jouer, c'était difficile de faire mieux à l'époque, ouais. Vous allez être heureux de connaître 2 finales, une gagnée, une perdue. Ouais. Celle de H-Cup, qui reste comme des plus grosses désillusions, on peut le dire comme ça. Pire frustration, je pense, de cette génération et de tous mes coéquipiers de l'époque, d'avoir perdu cette finale contre le Munster. Et je pense que sans avoir perdu cette finale, je ne crois pas qu'on aurait fait une telle prestation face au Stade Toulousain. Donc, peut-être l'équipe, mais elle était tellement à notre portée qu'on a encore un goût amer d'avoir joué au Millennium alors qu'on avait toutes les cartes en main pour pouvoir gagner. Tu te rappelles de ces images de finale de Coupe d'Europe face au Munster ? Franchement, je m'en rappelle et c'est vrai ce que tu dis, dans le sens où toute la frustration qui a pu générer cette défaite-là, j'avais vraiment le sentiment qu'elle a été transformée en énergie pour justement battre le Toulouse en finale. Ouais. On le sait. Pardon, mais tout n'était pas vraiment aligné lorsqu'on a joué ce match à Cardiff. C'est juste pour remettre dans le contexte, mais il y a pas mal de situations un peu ubuesques qui nous sont arrivées. C'est-à-dire que je pense pas que les dirigeants avaient vraiment prévu qu'on aille en finale. Non, mais vraiment, clairement. Parce qu'au final, ce qui se passe, c'est que la réservation de l'hôtel... Dernière minute, on se retrouve dans un hôtel où on bouffe dans un snack avec des plateaux avec les supporters du Munster. On est à 30 bornes du truc, du Millennium. On prépare le match tant bien que mal, même si on est pro et que on sait où on va. On est conscient de notre potentiel. Préparation du match, à l'époque, il y avait les Barbarians qui nous avaient accompagnés, donc on monte dans le bus. Il y avait déjà les Barbarians, les anciens Barbarians d'il y a 30 ans qui étaient dans le bus et qui nous attendaient. Ils avaient mis leurs valises dans le bus. Il n'y avait pas assez de place pour mettre nos propres valises pour aller au match. Il y avait un minibus qui était juste devant. Les dirigeants nous disaient « Mettez les valises dans le minibus, il va au Millennium ». On arrive au Millennium. Pas de minibus. Ah, attends, écoute bien la préparation du match. Donc on arrive, la moitié de l'équipe qui avait réussi à mettre leurs valises de match arrive, ils ont leur dotation, le truc, machin, les crampons, pas de problème. Donc Thierry Dussautoir, Olivier Olibo, Jean-Baptiste Gobelet, moi, il y avait qui, je sais plus, à droite, je crois, oui, il y avait Sensus ou un des droitiers. On n'avait pas nos valises. On les avait mis dans le minibus. Le minibus était parti à l'aéroport. Donc, les mecs, ils savent pas parler anglais. Allô? Where do you go? Les gars, faut revenir au stade. Alors, entre-temps, en face, il y a des mecs qui font du 50, donc on a besoin, la gobe, il fait du 49,5, moi aussi, on a les grands panards. Va te trouver une paire de crampons. On n'a pas de protège-dents, rien, le protège-tibia, l'épaule, on n'a rien du tout. Donc on est en mocassin 45 minutes avant le match. Je me souviens de Thierry Dussautoir avec les soquettes et les mocassins en short en train de se préparer. Mais les mecs, c'est lunaire. Et donc, la valise arrive, on a nos petits trucs, nos petits rituels, on s'habille, on prépare le match. Mais bon,
tu sais que. J'imagine qu'en face, du côté du Munster, ils étaient pas en C'était socket. peut-être Quoi. différent. C'était peut-être différent. Ils étaient pas en mocassin à gland. Tu vois, tout ce qui nous arrive derrière la frustration du match et ça, tu accumules tout ça et tu te dis bon, ok, contre le Stade Toulousain, on peut pas louper louper Tu veux le dire truc. qu'avec une préparation Non. vraiment nickel, carré. Je sais pas, je pense pas, mais ça Ouais, mais ça impacte- pèse. ça quand même, ça pèse, impacte L'ouverture, ton. ça parasite un peu la préparation. Clairement. 45 minutes, t'as pas tes crampons. Ça, Ouais. Ouais, t'es peut-être un peu tendu. Ça la Oui. Dans le public, un appel au micro par le speaker. Est-ce que quelqu'un chose du 50 et a ramené ses crampons dans le stade? On sait dingue, pas. c'est dingue. Ah, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît un peu lunaire. Pour rappel, si vous voulez vous replonger dans l'histoire de ce match-là, c'est évidemment disponible sur les chaînes type YouTube. Allez voir les rencontres pour vous faire une idée, notamment sur les sets Peter Stringer qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, avec un placement de Cyril Ibobo qui, Ouais. malheureusement pour lui, avait pris la foudre alors que Oui, oui. c'était les aléas du match. Quoi. Voilà, ça Exactement. peut arriver. Et d'autant que c'était une des premières fois qu'une finale se disputait avec un écran géant qui diffusait le match. En direct. Et Peter Stringer a vu dans l'écran géant que Cyril Ibobo n'était pas placé où il fallait. Et c'est pour ça qu'il va Ouais. marquer quelque chose qui serait jamais arrivé dans un stade à l'ancienne. Tu vois. Par exemple, à Dax, ça peut pas arriver. Quoi, tu vas parler. Clairement. Enfin, je dis ça. On embrasse les Dacois. Guillaume, on ne sait pas encore, mais c'est l'âge d'or du Biarritz Olympique. Est-ce que tu as l'impression d'en avoir assez profité de cette génération, de cet âge d'or, de cette période-là? Sincèrement, j'ai l'impression d'avoir profité de cette génération-là plus à travers le 15 de France. Avec Dimitri Ashvili, toi, Jérôme, Imanol, Damien Traille, je veux dire, Raph Lacafia un peu plus tard. Il y avait vraiment des pourvoyeurs, je veux dire, du 15 de France, comme peut l'être aujourd'hui Bordeaux, peut-être pas Toulouse, mais La Rochelle. ou La Rochelle, tout à Une fait. comparaison assez facile avec La Rochelle Ouais, aujourd'hui. Quoi. Il y a ouais. cette similarité. Mais, Génération un peu spontanée qui gagne des choses. mais très, très content d'avoir commencé, on va dire, à vraiment me mettre dans le rugby, avoir eu le virus du rugby et d'avoir connu cette génération, en fait. Et d'avoir connu à peu près les plus belles heures du BO où tout était stable, où ça Oui. jouait au rugby, quoi. Et ça jouait bien au rugby. On l'évoque souvent dans cette émission dans Rugby Légende, mais la vie de supporter, c'est beaucoup de souffrance finalement. Ouais. Comment tu fais pour gérer ta passion au quotidien, j'ai envie de dire? Parce que je ne vais pas vous dire pour qui je suis, mais moi, en tant que supporter, je fais que souffrir. Je veux dire, tout est... Surtout en ce moment, Pierre. Ouais, en ce moment, c'est pas terrible. Mais je fais que souffrir. C'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression que quand on gagne, c'est plus du soulagement que de la joie, et quand on perd, c'est beaucoup d'abattement, de la tristesse. Est-ce que tu partages ce truc-là ou... Je prends du recul, mais à chaud, ouais, je peux pas m'empêcher d'être déçu, d'être énervé. Encore une fois, je reparle du match d'hier soir contre Agen, tout le contexte. Ouais, ça, j'ai les boules. Je me couche, je suis pas content, si tu veux. Et ma Oui. femme le sait. Quand on gagne, quand le BO gagne, ça va, et quand on perd, ça va pas, tu vois. Après, oui, il faut le gérer, il faut prendre du recul. Mais de là, ça me fait pas souffrir. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de larmes pour le rugby. Je me souviens pas avoir pleuré pour un match de rugby, par exemple, pour une défaite. Moi, j'ai... Si, 99, parce que je suis tout petit. Finale de Coupe du Monde. Moi, ça y est, j'ai commencé le rugby, je me projette à mort et tout. Défaite en finale, alors qu'on a battu les Blacks en demi. Ils ont battu, parce que moi, j'étais pas le titulaire. Hein. Ils ont battu les Blacks en demi. Finale, ils se font étrier par l'Australie. J'y croyais à mort, là, je chiale. Évidemment, 2003. Il va de soi que cette défaite était trop dure à encaisser. 2007, non. 2011, non. Je suis juste très fier, tu vois, la finale. Mais putain, énorme, quoi. 2023. Non, j'ai pas pleuré parce que j'étais très courageux et parce que en fait, je m'étais conditionné. Moi, j'étais triste. Vraiment. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment. plus ça qui Triste, Abattu. frustré. tu vois. Ouais. énervé. On avait Moi, je m'étais conditionné. Tellement. Enfin, on pensait vraiment tous que ça allait être l'année incroyable de cette équipe de France. Putain, mais moi, j'ai pas réussi à me mettre dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'au tirage au sort, j'ai dit qu'on passerait pas l'écart. C'est vrai. Ouais, je te jure, mais je me suis conditionné. J'étais, tu sais, un mauvais journaliste, quoi. Voilà, tu sais, je m'étais conditionné à ça. Je m'étais dit, on va perdre. Je le disais pas à l'antenne, je le disais que à mes potes et tout. Je dis, mais on passera pas l'écart et tout. On n'a pas passé l'écart. Je dis, je vous avais dit. C'est genre vraiment le fumier, quoi. Le fumier absolu. Mais je vous l'avais dit, Bon, après, au vu du scénario du match, si on passait, c'était pareil. Mais non, j'ai pas pleuré. J'ai pleuré. La dernière fois que j'ai pleuré, bon, vous allez savoir pour qui je suis, mais c'est pas un finale du top 14. La Rochelle-Toulouse. J'ai pas pleuré parce qu'on a perdu. Parce que je suis Rochelais. J'ai pleuré parce qu'à 3 minutes de la fin, j'y ai cru. Ouais. À 3 minutes de la fin, Ça, je peux comprendre. Hein. Putain, on va le c'est faire, clair quoi. que Là, c'est Oui, la là, faute. c'est, horrible. Et vraiment, je me suis dit, Ah oui. on va être champion de France.
Tu sais, et puis en plus, il y a tout le truc qui se met, tu vois. Le doublé, le Moi, truc. et puis là, tu sais, je repensais à mon grand-père qui est décédé, tu vois. Je dis, putain, il était fan du Stade Rochelet, machin. Et là, je me dis, putain, on va le faire, quoi. Tu devais déjà sur le port, là. Bah, j'étais à Paname, donc non, pas trop. Mais ça aurait nécessité des moyens logistiques que j'avais pas à m'apporter. Mais tu sais, je me suis dit, ça y est, on va le faire, quoi. Je réalisais pas. Et d'un coup, Romain Tama qui met un des plus beaux essais de l'histoire des finales. J'ai fait, va chier. Vraiment, là, je me suis effondré. Ça, j'avoue que. C'était difficile à encaisser, mais je reconnais que c'est pas un scandale, quoi. Tu vois, c'est pas une erreur d'arbitrage. C'est un exploit d'un mec stratosphérique. Bah, tu te dis, bah, bravo, monsieur. Il m'a rendu triste, mais bravo à lui. On va revenir à une suite un peu plus normale, celle que tu vas connaître par la suite, après ce titre à Biarritz. Parce que le BO fait toujours partie des cadres européens, c'est une des meilleures équipes de France. Mais vous allez plus connaître de finale, de championnat. Comment t'expliques ce recul du BO ? C'est conjoncturel, c'est juste parce que les autres équipes étaient aussi très fortes, ou il y a un vrai déclassement du BO ? Je pense que la génération arrive au bout. On est, je dirais pas en bout de souffle, mais notre génération, cette fameuse génération des Galactiques, comme appelaient les journalistes, arrive à son terme, et que à l'époque, les dirigeants de l'époque ont préféré essayer de continuer avec cette génération sans pour autant recruter la jeune génération qui aurait pu nous permettre d'avoir de la continuité. Il y a eu un gap générationnel, je pense, de 5-6 ans où le recrutement n'a pas été judicieux, où on a continué à re-signer les joueurs dont je faisais partie, sans pour autant s'atteler à un recrutement et anticiper l'arrêt de certains joueurs. Et c'est ce gap qui a pas été fait correctement et qui au final fait péricliter un petit peu l'équipe du Biarritz Olympique. Et la seule finale qu'on va faire, c'est une finale de challenge. C'est quand même déjà vachement bien. Attends, il y a plein de joueurs qui rêvent. Elle a un goût. Mais elle a un goût amer, tu sais, parce que tu te dis, il y avait encore du potentiel derrière, et que cette génération, quand tu parlais de Rafla Kafia tout à l'heure, de Yann Lesgourg, de Jean-Pascal Barak, cette jeune génération arrive trop tard, en fait, qu'il y a 5 ans où il n'y a pas eu le travail d'effectuer pour recruter. Il reste une ultime qualification avant le titre en challenge européen, c'est en 2011. Le Biarritz Olympique, tu l'as dit, version Imanol, Traille, Yashvili, Peyrelong et Thion se qualifient pour les barrages. Ce sera le dernier match de phase finale pour cette génération de fous malades. Mais ce soir-là, c'est trop dur face à Clermont. Et en dépit de l'interception de mon chouchou, Julien Peyrelong, ça va se conclure sur une défaite. Celle, justement, face à cette équipe de Clermont. Ce soir-là, c'est un symbole parce qu'on sent qu'il y a vraiment, d'un côté, le Biarritz Olympique qui est en perte de vitesse et de l'autre, Clermont, Toulouse, bientôt Toulon qui sont en train de prendre le pouvoir. Ce match-là, tu le vis comment ? Est-ce que tu as conscience que c'est le crépuscule d'un géant, ou quand on est dans le club, on a encore envie d'y croire, qu'on a les moyens d'aller concurrencer les meilleurs ? On a encore envie d'y croire, mais c'est vrai qu'il y a une frustration, et tu te dis que toute cette génération et tout ce qu'on a fait auparavant, ça devient que des souvenirs. Et que ce match qu'on joue à Clermont, il y a eu des entraîneurs, changement d'entraîneur aussi. Patrice Agisquet, Jacques Delmas sont partis. Il y a Jack Isaac, il y a Jean-Michel Gonzalez qui est parti et qui est revenu. Enfin, il y a beaucoup de changements. On va chercher des joueurs champions du monde sud-africains qui vont pas faire la maille au final et qui seront pas des joueurs clés, des facteurs X comme on peut connaître aujourd'hui. Et on tente de faire des coups, plus que d'anticiper, d'avoir un projet global avec une vraie formation, avec sans avoir de gap générationnel, et d'avoir une équipe structurée. Et c'est vrai qu'il y a une grosse frustration par rapport à ça, et de voir le BO décliner comme ça, c'est affreux. Quand tu es joueur, et quand tu sors et que tu deviens simple supporter quand tu arrêtes ta carrière, c'est vrai que vu de l'extérieur, c'est une grosse frustration dans notre carrière. Tu t'es déjà posé la question de quitter Biarritz ? Non. J'avais eu pas mal de contacts. À une époque, il y avait Toulouse qui voulait me recruter, il y avait le Leicester qui voulait me recruter, mais
pourquoi partir? J'avais les meilleurs coéquipiers que je pouvais espérer. Enfin, voilà. Voilà, cette notion de fidélité aussi à l'époque qui était très ancrée en nous et on avait un groupe très soudé. Donc je me voyais pas aller ailleurs, non. Finalement, on arrive au bout de ton parcours. Tu vas quand même décrocher, on l'a dit, un dernier titre en 2012, un challenge européen, ce qui fait que tu es champion d'Europe, de la petite Coupe d'Europe, mais champion d'Europe, champion de France. Tu vas jouer un dernier match face aux Zèbres. On est le 12 janvier 2013 et tu te blesses, ou plutôt tu te reblesses. Moi, je jouais avec un tendon abîmé, l'autre tendon qui n'avait pas été opéré. Et je jouais avec ce tendon abîmé depuis 3 mois. Et je fais la démarche d'aller voir un chirurgien. Je téléphone à Dimitri Sarzeski qui venait juste de se faire opérer du tendon d'Achille et qui me donne le numéro de son chirurgien. Et c'est vrai que là, je jouais sous antidouleur. Voilà, j'avançais plus. Je me voyais à la vidéo sur le retour des matchs. Je me reconnaissais pas en fait. C'était pas le mec que j'avais en tête. Et je vais voir le chirurgien et le chirurgien me dit mais Jérôme, comment tu fais pour marcher déjà avec ce tendon? En fait, j'avais une désinsertion du tendon à 70%, donc un simple cours et puis tout faire péter. Donc j'ai décidé de me faire opérer. Et ayant 35 ans et sachant pertinemment que le retour d'un tendon d'Achille, que ce soit à 20 ans, c'est peut-être faisable et un peu plus facile qu'à 35 ans. Et ayant le parcours que j'ai eu, je pensais avoir bien bouclé la boucle, quoi. Ouais. C'est une fin, malgré tout, un peu triste parce que tu la choisis pas, en fait. Non. Tu choisis de te faire opérer, mais je me rappelle qu'à l'époque, il y a quand même aussi la politique des gifs, où, chose complètement aberrante, tu n'es pas gif. Non, je ne suis pas. Ah ouais? Eh non, c'est la magie du rugby français. Non. C'est-à-dire qu'il a 50 sélections en équipe de France, mais il n'est pas joueur issu de la formation. Il n'est pas passé par un centre de formation. Et c'est ça. Ah oui. Okay. Ah ouais. Et tu sais qu'à l'époque, donc Pierre Seillant, qui était le président de l'élan Bernay Portez, du basket, avait fait une lettre au CNOSF pour faire une demande et dérogation. Et pour attester que j'avais bien fait un centre de formation qui n'était pas rugby, mais qui était basket et qu'on pouvait l'assimiler aussi. À aucun moment c'était précisé que c'était du rugby. La formation française, exactement. À quel moment c'était dit que c'était obligatoirement en rugby? Donc ça a été tout un pataquès. Ouais. Au final, Biarritz Olympique me proposait 2 ans, chose que je n'ai pas acceptée. Surprise, un jour, j'ai un coup de téléphone de John Smith, qui est à l'époque président des Sharks. Encore lui, ouais. Et tu vois, la boucle est bouclée derrière. Et qui me dit, voilà, Jérôme, franchement, je sais que t'es blessé, autant non. Je dis, non, mais franchement, j'ai 35 ans, je suis plus invité. Physiquement, c'est compliqué, je vais avoir du mal. Il me dit, je t'invite à Durban. Tu fais la préparation, tu fais ta récupération avec nous. Il y a la Currie Cup. Si tu veux, on te signe, il n'y a aucun problème. Le challenge était pas trop mal, mais bon, voilà, il fallait que je me projette aussi dans ma nouvelle vie de personne lambda et de basculer sur une vraie vie professionnelle. Et ça a été un vrai questionnement. Et bon, je suis resté en France au final. L'après-carrière, puisque là, tu raccroches à 35 ans. L'après-carrière, c'est un défi immense. Est-ce que c'est pas presque plus dur que la carrière? Bon, c'est 10 fois plus compliqué. On l'aborde rarement, hein. C'est une question qu'on pose rarement aux anciens sportifs. La carrière, tu fais 15 ans dans une structure, certes professionnelle et certes très compliquée parce qu'il y a une concurrence que personne ne peut imaginer lorsque tu es de l'extérieur et tu te rends pas compte de l'intensité que ça implique. Mais tu as un cadre, tu as des personnes qui t'accompagnent, tu sais pertinemment ce que tu vas faire durant toute la saison. Enfin, même si tu te blesses derrière, tu as toujours l'opportunité de te remettre des challenges. Là, du jour au lendemain, tu n'as plus ce cadre, tu n'as plus tes coéquipiers avec qui tu blagues tous les matins, les 30 coéquipiers, et tu bascules d'une vie où tu es professionnel, où tu es un joueur connu et reconnu, à une personne tout à fait lambda qui doit trouver un job pour pouvoir s'épanouir et retrouver une petite lueur de motivation. Et là, le gap est tellement énorme. La difficulté, c'est de se remettre des challenges, de retrouver une vraie motivation.
L'endorphine des matchs, tu la retrouveras jamais. La compétition, tu la retrouveras jamais. Tu peux trouver des palliatifs sur des nouveaux sports, mais compliqué de retrouver cette adrénaline. Et là, franchement, il faut se poser les bonnes questions. Il faut être bien entouré, bien accompagné. Chose qui n'était pas trop le cas auparavant et qui, je pense, il y a toujours des carences par rapport à ça. Et c'est un vrai sujet et un vrai débat où l'accompagnement doit être bien plus important dès le plus jeune âge. Je sais qu'il y a des clubs qui font le nécessaire et qui anticipent, mais ça reste une étape compliquée à gérer. Guillaume, quelle image tu gardes de Jérôme Thion, qui était un cadre du club que tu aimes? Sans vouloir insister au-delà des mitaines. Attention. Non, je te dis ça parce que quand j'ai commencé le rugby, je sais pas pourquoi j'avais acheté un magazine, il y avait un poster, et c'était toi et David Cousinet. Et donc je me suis retrouvé avec Jérôme Thion au-dessus de mon lit, quand j'étais gamin, avec les mitaines. Rugby Tech, je crois. Oui. Et donc quand j'ai commencé le rugby, j'ai acheté les mêmes. Et je me dis, mais à quoi ça sert? Quand j'ai joué l'hiver, c'est pleuvé, on s'entraînait dans la boue et tout. Je me dis, putain, mais le ballon il tombe quand même, tu vois. Bon, mais. Tu vois, t'as fait du mal à des joueurs. T'as fait du bien à Rugby Tech, mais pourquoi tu portais des mitaines? J'aurais dit, ça m'a payé la piscine à la maison. Voilà, c'est tout. Vous le savez, ma piscine, merci les mitaines. Voilà, le casque, les mitaines. Oh, t'as bien baisé les joueurs parce que y a plein, tu vois, t'as fait du mal aux gamins, quoi. À l'école de rugby avec les mitaines, putain, ils devaient avoir l'air mignons. Mais j'ai pas la piscine encore, tu vois. Ouais. Voilà. On va appeler Rugby Tech. On va s'arranger. On va voir ça avec aussi nos copains de chez B-Rugby qui fournissent les ballons et le matériel pour cette émission. On va voir si on peut avoir une piscine. Je te garantis pas les résultats parce que j'ai pas la force de frappe de Jérôme Thion. On va boucler cette plongée dans le passé avec une image moins sympa. C'est ce match-là. Jérôme, je te rassure, tu n'es plus joueur. Tu es toujours biarro de cœur, tu l'as dit. Tu es passé de l'autre côté maintenant, du côté des supporters. C'est cette défaite face à l'USAP et face à l'un des rares essais de Richard Houghton, qui était là aussi pas une grande réussite d'un point de vue recrutement à l'USAP. Le pauvre, il a pris plus de points de suture que marqué d'essais. Il s'était fait ouvrir le visage en deux. Bref, ce match-là, c'est une défaite qui va condamner le BO, qui officialise sa descente en Pro D2 ce soir-là. C'est un séisme dans le rugby français. C'est un signe du destin aussi, puisque c'est à nouveau Perpignan, le club où tu as fait de très belles années et que j'aurais peut-être aimé connaître à nouveau. Comment tous les deux vous vivez cette descente? Jérôme d'abord, t'es plus joueur, t'es supporter. Je suis supporter, mais j'ai tous mes anciens coéquipiers qui sont là et je suis tellement triste pour le club et pour eux, parce que de voir un club qui a eu une telle réussite en top 14, en top 16 et en Coupe d'Europe, redescendre en Pro D2, je me dis, mais où est-ce qu'on s'est planté? Donc, ouais, grosse part de frustration et je sais aussi pertinemment que de remonter, c'est tellement compliqué si t'as pas de budget, si t'as pas une vraie politique de formation et qui va reprendre le club. Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Et puis tu connais les gens qui travaillent au club, tu sais aussi qu'une descente en Pro D2, ça a des conséquences financières. Financières et puis surtout sur les salariés au sein du club, dans les bureaux. Enfin, c'est un vrai impact économique sur la ville, sur la région, sur les salariés du club. Donc oui, très triste. Ouais, très très triste. Guillaume, toi, j'imagine que c'est aussi un moment pas très agréable. Une descente, c'est douloureux. Non, mais ça c'est sûr. Et moi, le sentiment qui prédomine à ce moment-là, c'est un peu la sidération. Où je partage totalement l'analyse de Jérôme. Je me demande, mais comment on a fait pour en arriver là en si peu de temps, entre guillemets. Je veux dire, on avait tous les ingrédients pour assurer la transition d'une génération à une autre. Puis 2 ans avant, vous gagnez une Coupe d'Europe, et voilà, titre, mais 2 ans avant, il y a un titre quand même. Encore ça, je pense, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Tu vois. C'est pour ça qu'elle a un goût amer pour moi. Parce qu'en plus, on l'a tous moi, je l'ai vu venir, si tu veux, un peu, cette descente-là. Ça devait arriver un jour ou l'autre. On ne pouvait pas continuer comme ça et se dire, ça va gagner, ça continue à gagner. Il y a une pépite qui va sortir de nulle part, qui va nous sauver. Et après, comme dit Jérôme, descendre en Pro D2, ça implique plein de choses qui sont forcément pas agréables à imaginer, à supposer. Tu sais, des meilleurs joueurs qui partent, voilà. Ce genre de choses. Même quand tu montes, si tu as l'espoir de remonter en top 14, c'est peut-être pas le meilleur moment pour recruter. Donc là, tu t'engages dans un truc.
Ah, c'est un un autre peu une monde. galère. Ouais, c'est un autre monde. C'est long terme, sans manquer de respect à Pro D2, qui est un championnat que j'adore. Mm. Mais le BO monument du rugby français, Pro D2, normalement, ça va pas ensemble. Ouais. Tu vois. Et là, C'est antinomique, mais bon. on se prend ça pleine face. Ma dernière question, Jérôme, avant de passer au quiz de la mort, elle est traditionnelle. Parce que Jérôme, tu comptes donc 2 boucliers de Brennus, vainqueur de 2 tournois à destination. Tu as été capitaine du Biarritz Olympique et capitaine du 15 de France. Tu as connu 3 finales européennes. Tu comptabilises 53 sélections étalées sur 12 ans. C'est Une 24, longévité. Pierre. J'ai dit 53 Bah Il y oui. a 54, j'ai oublié laquelle Bah je sais pas. 54 sélections. Tu me dis laquelle j'ai oublié. Mais je ne sais pas. Bah, on va regarder, on va On fera vérifier. le compte. Étalé sur 12 ans, ça c'est vrai. Et c'est une longévité quand même admirable. Plus de 300 matchs professionnels sur 15 ans cette fois. Ouais. Tu as joué face aux meilleures équipes du championnat, les meilleures équipes de la planète. Est-ce que tu es fier de tout ça? Oui, clairement. J'aurais pas espéré en fait faire ça. Quand j'ai commencé le rugby au Racing à Colombes, à côté de la 86 sur les terrains où il fallait un tractopelle pour pouvoir te déplacer, franchement, j'aurais jamais espéré ne serait-ce être pro ou décrocher un titre. Ça a été les rencontres. Mon formateur, Dominique Rose, là, qui était mon entraîneur des avants en Réchelle, que j'ai eu la semaine dernière par texto, qui m'envoie toujours les vœux. C'est des gens comme ça et des personnages qui m'ont permis de pouvoir rêver, de pouvoir accomplir ce que j'ai accompli. Et voilà, les rencontres extraordinaires des joueurs, des entraîneurs, des gens qui m'ont tendu la main et qui m'ont accompagné, ça a été fantastique. Donc, ouais, je suis très fier de ça. Très, très fier de ça. Je vais te poser une question que je pose à aucun autre invité. Est-ce que tu penses que tes enfants vont être fiers de tout ça? Bah, j'espère. Mais j'espère leur transmettre mes valeurs et tout ce qui m'a permis d'accomplir ce que j'ai pu avoir dans le sport de haut niveau. Et après, j'essaie de le retranscrire dans ma vie de tous les jours aujourd'hui. Et je sais que c'est compliqué pour mes collaborateurs des fois de me suivre, mais cette exigence est un peu compliquée à assumer. Mais Les sportifs de haut niveau sont souvent chiants. ouais, J'embrasse ma femme. chiant. Non, et difficile à vivre. Donc oui, c'est une autre étape. Il faut évoluer, pardon. Donc je travaille dessus. Eh bien, c'était un moment merveilleux, Jérôme, mais c'est terminé. Place désormais à ce que j'ai appelé le quiz de la mort. Qui connaît le mieux la carrière de Jérôme Thion ou Guillaume, le fan du Biarritz Olympique? Guillaume, accroche-toi, tu peux gagner. Dans cette émission, souvent les fans gagnent. Ah oui. Ok. Donc, il faut t'accrocher. Qu'est-ce qu'il y a On va commencer. Je sais pas, on va s'arranger. On va déjeuner après, t'inquiète. Ouais, on va déjeuner. Celui qui gagne, il paye pas. Enfin, on verra. On va s'arranger. On va commencer avec le kick à marquer. Regardez pas les feuilles. Non, je parce qu'il y a regarde les pas. réponses. Non, t'inquiète pas. Kick à marquer. Jérôme, t'as pris 15 cartons jaunes en carrière. Belle performance. Le pas dernier, beaucoup, hein. c'est pas énorme. Non, Belle ouais. performance, c'est pas énorme. Bah oui, Pour tous les coups oui. que t'as mis, je veux dire, pas besoin, payé. Pas payé. Le dernier, c'était le 30 décembre 2012 contre Mont-de-Marsan. Cette année 2011-2012. Pardon, 2012-2013. Putain, je me souviens. Année 2012-2013. Giraud. Qui termine meilleur marqueur du championnat? Meilleur marqueur, meilleur réalisateur, hein, pas meilleur marqueur d'essai. Hein. Ah, ok. Meilleur réalisateur. Meilleur réalisateur. 2000... Romain Tollet, Non. 2012-2013. Vous pouvez faire Brock plusieurs James. propositions. Non. Michalak, Non. Non. 2013. 2013. N'hésitez pas à donner des noms. Hein. Ah, mais t'es rigolo. Je sais pas, par exemple, qui est champion en 2013, tu vois, avec un buteur qui peut être champion en 2013, par exemple. Genre en finale, il bat Toulon, par exemple. Thalès, C'est pas Thalès, parce qu'il était pas buteur. Son copain à côté. Qui est en équipe de France, mais qui est pas français. Cocotte, Rory Cocotte, on regarde la réponse en image. Rory meilleur Cocotte, réalisateur. meilleur réalisateur de la saison, 376 points. Il termine juste devant Johnny Wilkinson, à la faveur de cet essai qui va marquer en finale du top 14. Côté Biarritz Olympique, le meilleur marqueur de la saison se nomme... Bon, quand même, là... C'était les... Ah, le Yash. Ah oui, évidemment, Dimitri Yachvili, ça compte pas, ça marquera pas de points, mais... Ah bon, t'en es sûr? Là, ça marque pas de points. Ah, là, et regarde. Ah non, j'ai cru qu'il avait les mitaines, mais non. Non. Non, c'est juste une illusion d'optique.
Question en plus qui vaut pas de points, mais c'est comme ça. Est-ce que vous savez combien de points Dimitriashvili a inscrit sous les couleurs du BO? On va dire à 50 près. Tu vois. Ça se compte en centaines ou en milliers de points? Un millier de points. Ouais. 3600. Non, c'est moins. T'as 3000, t'étais bien parti. À 50 près. 3002. Ah, t'es à ça, presque. Non. 3053. 3053 points sous les couleurs du Biarritz Olympique, c'est monstrueux, on se rend pas compte. C'est comme s'il y avait un joueur de foot qui avait marqué 300 buts avec un club, quoi. Ça Mais paraît, c'est faux. c'est complètement Oui. fou. Complètement fou. On va faire un petit qui suis-je. C'est très simple. Il s'agit d'un joueur qui a joué avec Jérôme Thion. Ça peut être un papy quand t'étais au Racing, ou ça peut être un gamin du centre de formation quand t'étais au Biarritz Olympique. On balaye large. Il peut avoir joué en équipe de France. Je vais vous faire le CV du garçon. Allez. Vous pouvez me faire des propositions, d'accord? Si vous trouvez la bonne réponse, vous marquez un point. Pour l'instant, Guillaume mène 1-0. Je suis né dans une famille nombreuse un 22 juillet, mais j'ai vu le jour assez loin de la France. En fait, je suis né en Afrique, dans un pays plus connu pour mes Du parcs Soudan. nationaux. Non. Mes éléphants et mes lions que pour le rugby. Pourtant, je vais commencer assez jeune au collège et déjà, mes qualités sont évidentes. Je vais arriver en Europe sur le tard. J'ai 23 ans quand je débarque en France. Mais qu'il m'a fallu du temps pour exploser aux yeux du monde. J'ai notamment disputé des tournois de rugby à 7, puis j'ai réussi à crever l'écran lors de la Coupe du Monde, face à l'Afrique du Sud, Oui. qui va devenir Nguenia. Takuza Bien joué. Nguenia, bravo. Face à Le l'Afrique Chinois, du qu'on appelle Sud. Chinois à l'époque. On sait pas pourquoi, mais voilà. Parce qu'il parle comme ça. Ah ouais. Je suis désolé, mais Ouais, oui, c'est pas ton problème. C'est la petite info. Ouais, ça fait plaisir. L'autre chinois, c'est Anthony Floch, parce qu'il a des Exactement. origines Oui, c'est ça. vietnamiennes, donc Oui, on oui. l'appelait le chinois, ça va, tout va bien. En gros, il dépose le meilleur ailier du monde à l'époque, Brian Abana, sur l'essai de l'année 2007 selon World Rugby. Dans la foulée, il signe en France, alors que les Saracens et les plus gros clubs me font les yeux doux. C'est Patrice Lagisquet qui va me convaincre de signer dans le Pays Basque. Mon arme, ma vitesse légendaire. Ambassadeur américain, mon nom est une lettre Z prononcée oui. Je quitte le club sur un imbroglio improbable puisque je retourne chez moi aux États-Unis alors que j'ai pas encore eu de bonne sortie du Biarritz Olympique. Je suis Takuza Nguenia. Un essai peut-être de la bombe américaine. Takuza Nguenia qui a inscrit un nombre monstrueux, 86 essais en 9 saisons. Je pense que ça existe plus vraiment des ailiers Il fait comme partie ça. de ces joueurs comme Seridi Boubo, tu vois, juste avant, qui était, mais surtout qui était très dense, défensivement, qui était méchant, et puis sur des qualités de vitesse, il déposait tout le monde. Oui, j'ai un souvenir de Takuza Nguenia, c'était contre les Ospreys, il me semble. Ouais. Où il y a une mêlée presque dans nos 5 mètres. On est dans nos 22, et sortie de mêlée, côté fermé, et là, il dépose tout le monde sur 80 mètres. Dont Shane Williams, il me semble à la fin. C'est Sean Williams juste en face de Ouais. lui, il le dépose Tout droit. littéralement. Ah oui, et Ouais, incroyable. il le crochette, non? Ou il va tout droit? Même pas, il va trop. J'ai le souvenir d'un C'est la crochet. même, Bah, crochet. il était quand même électrique, ce garçon. Vitesse, pas possible. Et il a joué à Brive aussi, on l'oublie Oui. parfois, Oui. mais il Ouais, a ouais. fait un petit passage du côté du CAB. Ça fait un partout, me semble-t-il. Si, c'est c'est ça, ça. oui, Oui, c'est validé par l'intégralité des Maître équipes. Galibert. Le maître en Foiras, huissier de justice. La question historique. Le Biarritz Olympique a remporté 5 titres dans son histoire. À quand remonte le premier? 39. Non. On va dire à 2 ans près. Je vois bien que t'as les yeux qui traînent. Non. N'hésitez pas. 39, t'es pas loin. T'es pas loin, t'es Mais pas pile, mais t'es pas loin. 1927. Non. Dis plus Avant ou moins, Pierre. Bah non, mais là, on est dans les eaux quand même. Première guerre mondiale, Deuxième guerre En mondiale. 29, On est dans les années 30. 35. 35. 12 mai 1935. T'as pas été assez rapide, Jérôme. Ouais, bah là, j'ai pas Euh, l'info, les copains. Passe à l'USAP sur un score fleuve 3-0. Je vous mets pas la photo parce que évidemment cette émission est disponible en podcast. Le résumé du match, c'était bien. Bien. Voilà, 3-0. 3-0. C'était pas. Ouais. Mais alors je suis allé vérifier. C'est pas la finale la moins prolifique de l'histoire. Elle est à égalité parce qu'il y a eu plein de finales qui se sont terminées 3-0 D'accord. à une époque où le rugby c'était un autre délire quoi, tu vois. Ouais. Les essais ça valait un point. Enfin voilà quoi, c'était quand même pas des scores fleuves. Oui. Juste face à qui? À l'USAP, tu viens de... Et bien sûr face à l'USAP. Je l'ai dit. Ah oui. Moi, je suis complètement bourré. Moi ça y est. Ouais, bon, t'écoutes, hein. Oh, je- On te suit, on te suit. Quelle était ma première question? On va faire des tests protocole commotion pour Amish. Il nous reste 2 questions. C'est le flashback. Guillaume mène 2-1. Vous avez compris l'idée, s'il marque, Oui, il c'est gagne. plié quoi. Ah, On va voir, la parce dernière que- question ouais. est un point bonus.
Bah, on va voir. Tu sais, moi, je On suis. peut faire une golden. Ouais, je peux faire la carotte ultime, tu vois. Genre, il y a 4-0, mais je fais le dernier qui marque à gagner. Voilà, Bon, Pierre. les arnaques de cours de récré, on les connaît. C'est le flashback, on va se plonger dans le passé. Plonger, pas trop profond, mais plonger quand même dans le passé. Fermez les yeux. Je vais vous donner une date. Vous me dites ce qui s'est passé ce jour-là. Que s'est-il passé le 4 avril 2019? Vous avez le droit de faire des propositions. 4 avril 2019. Dernier derby. On n'est pas loin, 4 avril 4 avril 2019. On n'est pas loin, c'est cette idée-là. Ouais. C'est une dernière. C'est un peu le dernier derby, mais surtout une dernière pour le BO. Oh là. Ton dernier derby. Oh non, en 2019, il était Ah, non, retraité moi, depuis 10 j'ai- piges. j'ai arrêté là. Heureusement. Le BO va faire quelque chose pour la dernière fois de l'histoire. Dans le derby. Oh, je vais pas vous donner la réponse. C'est le dernier derby du Oui. BO quand le BO est en top 14. Non, c'est... Enfin... Le BO va faire quelque chose qu'il n'a pas refait depuis. Depuis 2019. Ce jour-là, ils font quelque chose qu'ils n'ont pas refait depuis. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'ont pas monté un spectacle, il n'y avait pas de one-man show, ils n'ont pas fait... Non, c'est une victoire. C'est la dernière victoire. Ah, Noeta. Non, Ah non, Aguilera. non, Stade de France. non. Bah non. Dans le derby, ça peut être tous, c'est pas Aguilera. Ah, Bayonne. Dernière victoire à Bayonne. Putain, oh, le mec, en dos crawlé. Hein. Ah, c'était catastrophique. Ouais. On voit quand même les images de ce succès de légende qui vous a marqué au point que vous ayez pu trouver la réponse aussi rapidement. Victoire, eh bien, magnifique du Biarritz Olympique dans un derby. Forcément, ça a toujours une saveur particulière. Ouais. Et surtout, moi, je suis heureux parce que ça m'ouvre une dernière question décisive. Ah. De partout. Je te cache pas, Guillaume, que t'es pas avantagé sur la question. Mais Jérôme a fait des protocoles commotion, donc c'est possible que tu Ah puisses oui, y j'ai arriver. pas toutes les réponses. Hein, t'as bien vu. Hein, je suis des fois. Je vous explique, c'est l'exercice ultime, c'est l'énumération. Ouf, non, ouais, je suis nul. Vous me devez aïe, aïe, donner tu me un sens. joueur. Allez, écoutez quand même les règles, quand même si vous voulez pas jouer, essayez Oui. au moins de faire semblant Je m'en pour vais. les auditeurs, tu vois, c'est important. Alors, on va repartir d'une feuille de match. 30 joueurs titulaires. Titulaires. Ah, putain. Vous devez me citer un des 30 joueurs titulaires au moment de la demi-finale de la Coupe du Monde 2007, France-Angleterre. 2007, pas 2003, Johnny Wilkinson, tout ça. 2007, Ouais. demi-finale. La demi-finale. La demi-finale de 2007. On va commencer avec toi, Guillaume. Euh, J'ai la liste. Putain. J'ai la liste. Damien Traille. Titulaire en 15, c'est bon. Thierry du Sautoir. Titulaire en 7, c'est bon. C'est dur, il en reste plus que 28. Vincent Clerc. Vincent Clerc, c'est bon. Titulaire à l'aile droite. Serge Betsen. Serge Betsen, c'est bon. Titulaire en 6. Allez Guillaume, accroche-toi là. Raphaël Ibanez. C'est bon. Titulaire et capitaine. T'as fourré là, je crois, non? Non, Non, ça va, ok. Fabien Pelouse. C'est bon. Titulaire en 5. En fait, j'en ai plein des noms, mais je sais pas si ils étaient titres. Attends, attention, je vous rappelle que c'est sur les 30, donc il y a une équipe en face. Je dis ça, c'est Ah, comme sur ça. les 30. Sur Eh les- oui, t'écoutes pas. Il écoute pas les règles. Il écoute pas les règles. Putain, les Anglais, je m'en fous, ouais, mais... Bon, ça va pas t'aider à gagner, ça. Julien Bonner. Julien Bonner, c'est bon. Titulaire en 8. Aïe, 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 aïe. Jérôme Thion. Oui, merci, Jérôme Thion, titulaire en 4. Ah là, il reste plus beaucoup de place devant et derrière, il y a quand même quelques noms qui peuvent sortir. Côté équipe de France, il te manque le 1, le 3, le 9, le 10. Josion. Titulaire en 12, c'est bon. Domi. Non. Non. À l'aile gauche, c'était Cédric Emmens. Et c'est une victoire de Guillaume qui terrasse Jérôme Thion sur qui connaît le mieux la vie de Jérôme Thion.
Eh ben bravo Jérôme, tu t'es bien battu. Tu t'es bien battu. Je suis minable à ces quiz. Ouais, c'est dur. Non, c'est dur. Ouais. Dis-toi que Philippe Saint-André a perdu, Johan Huget a perdu. Je crois que Julien Brugnot a perdu, donc c'est pas d'accord. confondant. T'as Bah, pas à repartir en pénitence sur les genoux, tout va bien. Ça me donne l'occasion quand même de remercier Guillaume. Merci beaucoup Guillaume. J'espère que cette émission t'a fait encore un peu plus apprécier Jérôme Thion. Complètement. Et l'occasion pour moi de te remercier parce que tu viens exprès de Tours, t'as posé une journée pour venir enregistrer cette émission. C'est dire si ta passion et ton inconscience totale t'honorent. Voilà. Donc merci Guillaume d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette émission ? Bah déjà, merci Pierre pour l'invitation, Ça pour me fait l'accueil. plaisir. Et ce que je retiens, une super expérience, très bon moment de partage, une très bonne discussion. Donc encore une fois, un grand merci. Ouais. Ça me donne l'occasion aussi de remercier Andrea Gelé et Loïc Genard à la préparation de cette émission. C'est eux qui ont monté tous les éléments vidéo. Merci à Julien Nice à la réalisation de cette émission, un réalisateur de talent. Et ça fait plaisir, une de mes rencontres préférées cette saison dans Rugby Légende. Merci à toi Jérôme, j'espère Merci, que tu as Pierre. passé un bon moment avec Ouais. nous. Agréable moment. Bon, c'est Toujours un chouette. Plaisir. Oui, pareil, ça faisait des années qu'on s'était pas vu, ça me manquait. Et puis globalement, je crois que, mis à part Christian Califano qui est intouchable, hein, tu sais, maintenant c'est une star, hein, Oui. il est show business, tu Il comprends. répond de temps en temps. Non, il répond Mais pas tout le temps, mais il répond tout le temps, mais Comme dirait, il a mis un vu. il me laisse en vue. Fumier. Il t'a ghosté. On embrasse évidemment Christian Califano que j'ai toujours plaisir à avoir au téléphone régulièrement. Et j'espère vous avoir régulièrement, de vous retrouver semaine après semaine sur legendaryplace.com pour venir écouter ce podcast, le voir sur YouTube ou écouter le nouveau podcast Rugby Brut qui est sorti il y a quelques semaines et qui vous réserve plein de surprises. Et je vous dis à très vite sur legendaryplace.com. Voilà, c'était Rugby Légende avec Jérôme Thion, un mec génial, simple, attachant et puis surtout généreux. Alors merci à lui. Et puis merci à vous. Cet épisode, c'est le dernier de la saison. Alors merci de votre fidélité, ce projet aura duré 2 ans. Franchement, c'était chouette. Merci à Legendary Place d'avoir porté cette émission, puis d'avoir signé l'échec. Et j'espère que la suite sera tout aussi belle et douce. Alors je vous dis à bientôt.